Bon, je viens de démarrer ça chez moi. Je vais reprendre la définition de la programmation pour permettre aux nouveaux venus euh, de comprendre ce qu'on faisait. Oh, bon, j'avais donné le plan du webinaire et puis le plan commençait par la définition de la programmation en premier. Et je disais que la programmation, c'est le fait de donner des instructions à une machine pour lui faire exécuter certaines tâches données, pour lui faire faire certaines tâches. C'est tout comme notion de la programmation. Maintenant, nous allons voir les domaines d'application de la programmation. Quand on parle de domaine d'application de la programmation, il s'agit des secteurs dans lesquels la programmation est employée. Maintenant, dans ces secteurs-là, je parle de l'importance de la programmation dans le monde. Dans notre société actuelle, la programmation joue un rôle très essentiel. La programmation est par exemple à la base de la révolution numérique qui a transformé la manière dont nous travaillons, la manière dont nous communiquons et la manière dont nous vivons. Vous et moi, actuellement, nous sommes en train de euh, participer à ce webinaire à travers Telegram. Telegram, c'est une application qui a été créée grâce à la programmation. Donc, je vais prendre autre exemple. Je vais prendre autre exemple. Euh, Au Bénin, par exemple, il y a de cela quelques années, les résultats scolaires, les résultats des examens nationaux étaient proclamés dans des centres de composition ou soit à la radiodiffusion. Maintenant, cela, c'était compliqué pour les candidats d'obtenir au même moment leurs résultats. Donc, l'État a pensé à mettre en place une plateforme pour permettre aux parents d'élèves et aux élèves eux-mêmes d'avoir accès aux résultats au même moment où les résultats sont disponibles. Cela a permis à ce que les gens n'aillent pas s'entasser dans les établissements pour attendre pendant très longtemps, pendant des heures, afin d'obtenir leurs résultats. Ça a facilité en quelque sorte la vie des gens. Aussi, vous avez des camarades avec lesquels vous communiquez chaque jour à travers les réseaux sociaux. Imaginez un peu que les réseaux sociaux n'existaient pas. Ça serait très dur de communiquer de manière très simple avec quelqu'un. Parmi vous, là, il y a des gens qui ont quitté le Congo, il y a d'autres qui ont quitté le Gabon, d'autres le Cameroun et autres. Imaginez un instant, comment est-ce que nous allons pouvoir communiquer sans les réseaux sociaux? Ça sera difficile. Et et grâce à la programmation, on a pu créer ces réseaux sociaux-là. Voilà un peu l'importance de la programmation dans la vie. Et en dehors de ces secteurs que j'ai parlé, il y a la guerre, par exemple, en Ukraine. Euh, Aussi bien au sein des soldats que dans les civils, il y a des blessés. Euh, les personnes chargées euh, d'assurer la sécurité, la santé de ces gens-là utilisent des drones pour envoyer, par exemple, des produits afin qu'ils les utilisent pour se soigner. Ces drones-là ont été programmés. Autrement dit, sans la programmation, ça sera tellement compliqué de sauver des vies dans ces endroits-là. Voilà un peu l'importance de la programmation dans notre monde actuellement. Maintenant, nous allons passer, euh, nous allons passer, disons, aux sous-branches de la programmation. Donc, quand on parle de la programmation, quelles sont les branches dans lesquelles on peut l'utiliser? Parmi ces branches-là, nous avons le secteur du développement web, le secteur du développement mobile, le secteur de l'intelligence artificielle. Nous allons détailler chacun de ces secteurs-là. Quand on prend le cas du développement web, lorsque vous allez voir très souvent sur les réseaux sociaux ou sur des affiches, ils vont mettre développement web. C'est quoi le développement web en fait? Le développement web, c'est le fait de créer des sites Internet. C'est tout comme notion. Quand on parle de développement web, ça a rapport au site Internet. Donc, euh, aujourd'hui, vous avez la notion de développement web.
ne voyez plus ça comme un thème compliqué pour vous. Quand quelqu'un vous dit je fais le développement web, sachez qu'il crée des sites internet. En dehors du développement web, il y a le développement mobile. Quand quelqu'un vous dit qu'il fait le développement mobile, c'est qu'il crée des applications mobiles, des applications pour les smartphones et tablettes. Ces exemples d'applications mobiles sont Telegram que nous utilisons actuellement pour communiquer et WhatsApp sur lequel nous avons échangé, nous avons partagé les liens avant de venir ici. C'est un peu ça le développement mobile. Maintenant, aujourd'hui, vous avez tous connaissance des intelligences artificielles. Il y a ChatGPT, il y a plein d'autres, il y a plein d'autres. Ça, c'est aussi un secteur de la programmation. C'est une branche de la programmation. Donc, grâce à la programmation, on peut créer des intelligences artificielles. Et vous voyez combien de fois ChatGPT peut vous aider dans des domaines. Quand on laisse le domaine de l'intelligence artificielle, nous avons le secteur de la blockchain. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand on parle de la blockchain en primo aujourd'hui, quand on parle de la blockchain, ça a à voir principalement aux crypto-monnaies. Mais ce n'est pas seulement les crypto-monnaies qui sont utilisées sur la blockchain, mais c'est aussi un domaine, ça, de la programmation. Ceux qui jouent les jeux vidéo, c'est aussi la programmation qui a créé ces jeux vidéo-là. Les jeux vidéo que vous jouez, ça provient de la programmation. Voilà quelques secteurs de la programmation. Nous allons à présent expliquer comment est-ce que la programmation arrive à créer ces différents logiciels que nous avons, dont je viens de vous parler, des applications, les sites et autres. Cela, ça concerne principalement les langages utilisés. Vous et moi actuellement, oui, quelqu'un vient de mettre comme discussion aussi les applications sur Smart TV. Oui, c'est également la programmation. C'est la programmation qui fait cela. Maintenant, nous allons expliquer comment est-ce que la programmation arrive à créer ces différents logiciels dont on vient de parler. Vous et moi, on discute actuellement en français. Nous échangeons à travers la langue française. Ainsi, pour que les développeurs puissent communiquer avec la machine, ils utilisent des langages de programmation. Les langages de programmation ne sont pas en fait différents des langues que nous connaissons, le français ou l'anglais, l'espagnol et autres. C'est presque les mêmes rôles. Seulement, les langages de programmation n'ont pas les mêmes noms et n'ont pas les mêmes syntaxes vocabulaire que le français. C'est un langage spécifique à la programmation. Ça concerne uniquement la programmation. C'est ça que les développeurs utilisent pour pouvoir communiquer avec la machine. Ces langages-là ont chacun un, un domaine d'expertise. Ces langages-là ont un domaine où ils sont utilisés. Aujourd'hui, on dit par exemple que si tu veux faire le commerce, il faut nécessairement maîtriser l'anglais. C'est ce qui est généralisé. Donc, en programmation, on a des langages qui sont spécialisés dans un domaine donné. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre qu'il y a plusieurs langages. Il y a Java, PHP, Python, il y a plein, Solidity, il y a plusieurs langages de programmation. Ce n'est pas la peine de chercher à maîtriser tous ces langages. Ces langages-là ont chacun un rôle à jouer pour obtenir un résultat. Donc, nous allons citer les langages par domaine. Quand je veux dire domaine ici, il y a des langages qui sont utilisés pour le front-end et pour le back-end. Quand on parle de front-end, il s'agit de la partie visible que vous voyez sur un site internet ou une application mobile. Autrement dit, la discussion dans laquelle nous sommes actuellement, ce que vous voyez à l'écran, c'est le front-end. Donc désormais, je vais écrire front-end dans la discussion.
pour que vous voyez comment est-ce que ça s'écrit. Voilà, fontaine. C'est ainsi que ça s'écrit. Quand vous voyez quelqu'un désormais qui vous dit, qui vous parle, qui vous demande, si vous êtes développeur front-end, il vous demande par là, est-ce que vous créez des interfaces d'une application mobile ou bien d'un site Internet. Donc, lorsque vous voyez un post, par exemple, où on dit, on recherche un développeur front-end, c'est un développeur qui va créer la partie visible d'un site Internet ou bien d'une application. Et généralement, on n'utilise pas des langages de programmation pour créer les front-end. Les langages qui sont utilisés pour créer les front-end, on les appelle des langages de balisage ou des langages de description. C'est différent des langages de programmation. On avait dit que les langages de programmation euh, consistent à permettent de donner des instructions à la machine. Mais avec les langages de description, c'est différent. Ça décrit l'interface. Ça dit, par exemple, tel élément aura telle couleur. Tel élément aura une forme rectangulaire. C'est ainsi que les langages de description ou de balisage fonctionnent. Parmi les langages de description ou de balisage, il y a le HTML, il y a le CSS, il y a le XML. Voilà des langages de description. Retenez bien, HTML, je vais écrire ça. J'écris ça dans la discussion. Voilà, je l'ai écrit. Ce sont des langages de description ou de balisage. Maintenant, quand on crée un site Internet, le site est constitué de deux parties. Il y a le front-end, c'est ça qu'on vient de définir, c'est ça la partie visible de l'utilisateur. Maintenant, il y a une partie qu'on ne voit pas. Quand vous voulez vous connecter sur Facebook, par exemple, il y a un formulaire qui vous est envoyé où vous mettez votre email ou votre numéro et puis vous vous envoyez le mot de passe. Ça, c'est le front-end. Maintenant, quand vous cliquez sur se connecter, ce qui se passe derrière, vous ne savez pas. Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. Vous savez, sûrement vous savez qu'il y a une vérification qui est faite pour pouvoir savoir si votre numéro et email correspondent en fait à un utilisateur. Cette vérification-là, c'est le back-end. C'est la partie où vous ne voyez pas. Et c'est cette partie-là qu'on utilise les langages de programmation pour créer. Donc, les langages de programmation, eux, ils sont utilisés pour créer le back-end d'une application. Parmi ces langages de programmation, il y a PHP, il y a JavaScript, il y a Python, il y a Solidity, il y en a plusieurs. Maintenant, vous allez entendre ailleurs que JavaScript, par exemple, est utilisé pour le front-end. C'est vrai, JavaScript est également utilisé pour le front-end et on peut aussi l'utiliser back-end. Donc, gardez surtout les deux notions que je viens de vous donner, front-end et puis back-end. Je vais écrire back-end aussi dans la discussion. Voilà, back-end. J'ai écrit ça. Et certains se demandent, vu qu'il y a plusieurs langages de programmation, quel langage de programmation il faut apprendre? On avait dit que chaque langage de programmation est spécialisé dans un domaine ou certains domaines donnés. Je vous prie de désactiver vos micros pour que je puisse être le seul qui soit en train de parler pour le moment. Lorsqu'on sera lors des questions-réponses, vous pouvez les activer. Maintenant, je disais que chaque langage de programmation est spécialisé dans un ou plusieurs domaines donnés. Donc, je vais expliquer cela en d'autres termes. Je suppose que vous avez une moto de marque Triangle qui vous permet d'aller, par exemple, de quitter votre domicile A pour aller à un point, de quitter un point A pour aller à un point B. La moto, c'est de marque Triangle. Ça vous permet de quitter un point A à un point B. Maintenant, il y a aussi une autre moto qui est sortie, ou bien il existe une moto Haoyu qui permet de faire la même chose, de quitter un point A pour un point B. Est-ce que c'est la peine pour vous de
d'acheter encore une nouvelle moto, la nouvelle moto Raoult là, pour pouvoir faire la même chose qui était un point A à un point B. Je trouve que non, ce n'est pas la peine parce que c'est pas économique pour vous. Il y a déjà une moto là qui vous permet de faire la tâche que vous voulez. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher une nouvelle moto, de payer une nouvelle moto pour quitter un point A à un point B. Vous utilisez votre moto que vous avez pour effectuer cette tâche. Donc, en programmation, il y a, par exemple, PHP qui est utilisé comme langage de programmation côté serveur. Côté serveur, ça rapport au back-end en fait. Quand je parlais tout à l'heure, j'ai dit front-end et puis back-end. Le front-end, c'est le client. Quand on parle de front-end, c'est le client, c'est ce qu'on voit. Maintenant, le back-end, c'est le serveur. PHP vous permet, par exemple, de travailler sur le back-end côté serveur. Donc, si vous maîtrisez PHP pour pouvoir gérer le back-end de votre euh, application, ce n'est plus la peine d'aller apprendre Python qui permet aussi de gérer le back-end côté serveur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous maîtrisez un langage A qui vous permet de faire une tâche spécifique donnée, ce n'est pas la peine d'aller apprendre un autre langage qui vous permet de faire cette même tâche. Donc, nous allons lister les langages de programmation qui permettent de travailler côté serveur. Il y a PHP, il y a Python et vous pouvez m'aider à citer les autres. Citer deux autres. Je veux juste citer deux autres langages. Écrivez-les dans la discussion qui permettent de travailler côté serveur. Super, JavaScript, oui, go. JavaScript. Euh, je, quand on parle de JavaScript, en fait, ce n'est pas lui-même qui est utilisé côté serveur, mais c'est Node.js. Node.js provient de JavaScript. Donc, on a 7 pour JavaScript. Oh oui, c'est vrai. Est-ce qu'une autre personne a une autre proposition? Quelqu'un a dit Angular. Non. Angular n'est pas utilisé euh, backend. Angular, c'est un framework. Oui, C++. Voilà, C++ est utilisé backend. Celui qui a parlé de Angular, c'est très bien. Nous allons profiter en même temps pour parler des frameworks. Je n'avais même pas voulu parler de ça. C'est bon. Maintenant, laissez-moi expliquer euh, la notion de framework. Vous allez entendre vous allez entendre ou lire, nous recherchons des développeurs de ci ou bien de ça. Eux, ils vont utiliser le terme framework. Quand on parle de framework, c'est une technologie qui permet euh, de simplifier les tâches pour les développeurs. Donc, je suppose que vous voulez enregistrer les utilisateurs dans une base de données et que ça va vous prendre 5 lignes. Non, ça va vous prendre, disons, 10 lignes. Grâce à un framework, vous allez effectuer cela en écrivant moins de lignes de code. Donc, les frameworks vous simplifient la vie, vous simplifient les tâches et vous permettent de gagner du temps, de travailler plus rapidement. C'est ça Angular. Angular, c'est un framework. Les frameworks existent également côté front-end et puis côté back-end. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que ce que je suis en train de dire, ça vous apporte de nouvelles informations? Si oui, écrivez oui dans la discussion, je vais voir, je ne sais pas. Il est le seul. OK. Maintenant, nous venons de parler des langages de programmation et nous allons parler de framework également. Euh, je vais, je vais expliquer la syntaxe, je vais expliquer la syntaxe des langages de programmation. Quand vous voyez les développeurs qui écrivent du code pour créer un site et vous voyez par exemple le code est long, je vais envoyer une capture d'un code, un code duquel nous allons parler tout à l'heure. Je vais envoyer une capture.
Voilà, j'ai envoyé la capture d'un code de mon ordinateur. Quand vous voyez les développeurs écrivent des codes comme ça, c'est pas qu'ils ont tout bûché en tête. On ne bûche pas tout, non. On ne bûche pas tout. Donc, ça peut vous paraître difficile. Ça peut vous sembler que la programmation est difficile, en fait. En fait, c'est pas difficile. C'est rien de difficile. C'est des syntaxes et on passe même moins de temps à coder. Le plus de temps qu'on passe, c'est à réfléchir à comment est-ce que on arrive, comment est-ce qu'il faut résoudre le problème. Un développeur, c'est une personne qui résout un problème donné. Tant qu'il n'y a pas un problème, le développeur ne peut pas se mettre à écrire du code. Justement, en parlant de ça, il y a la notion de algorithme. Donc, quand on parle de algorithme, c'est quoi? Un algorithme, c'est, euh, disons, une procédure qui vous permet de résoudre le problème sans passer au code. Je vais donner un exemple. Lorsqu'on veut construire une maison, on passe nécessairement par un plan. Les architectes passent nécessairement par un plan. Et c'est ce plan-là qui suit pour pouvoir construire la maison. Donc, ils ne sont pas directement passés à l'appel du maçon pour pouvoir se mettre à construire la maison. Non. Ils font d'abord un plan, une maquette que vous allez voir. Ils montrent et la maquette. Et quand ils finissent de construire la maison, vous allez remarquer que euh, le résultat final correspond exactement à ce qui était sur la maquette. C'est ainsi aussi en programmation. C'est ça l'algorithme. Donc, quand vous avez un problème à résoudre, vous allez d'abord réfléchir à comment est-ce qu'il faut résoudre ce problème-là. Donc, cela ne se passe pas forcément sur l'ordinateur. Même avec un stylo et une feuille, vous pouvez écrire comment est-ce que je peux résoudre ce problème-là. Je suppose, on me demande de faire la somme euh, d'écrire un programme qui va faire la somme de deux nombres. Donc, je vais d'abord, sur une feuille, schématiser comment est-ce que je veux résoudre ça. Il faut d'abord que euh, j'ai le premier nombre et puis j'ai le second nombre. Donc, après, je fais le premier nombre plus le second nombre. Ça, c'est l'algorithme. Vous n'êtes pas encore passé à la programmation. Maintenant, on passe à la programmation au moment où on choisit un langage de programmation parmi tous les langages qu'on vient de citer là pour pouvoir implémenter, mettre en place un code pour résoudre le problème auquel nous sommes confrontés. Cette façon de procéder vous permet de gagner du temps et d'éviter de perdre euh, votre énergie pour essayer plusieurs solutions. Lorsque vous passez par un algorithme, vous allez aller plus rapidement. Donc, la meilleure chose lorsqu'on veut commencer à s'initier à la programmation, c'est de passer par des notions de cours d'algorithme. Si vous voulez suivre une formation en programmation quelque part ou quel que soit l'endroit où et on ne vous parle pas de cours d'algorithme, ne suivez pas. Parlant de cours d'algorithme, on en revient à la logique. La logique, en fait, c'est très important en programmation. C'est cela qui fait que on dit parfois que la programmation est réservée pour ceux qui font les mathématiques. L'affirmation n'est pas fausse. L'affirmation, la programmation est réservée pour ceux qui font les mathématiques n'est pas fausse. Mais la programmation peut aussi se faire euh, par ceux qui ne font pas la mathématique, à une seule condition, qu'ils possèdent la logique. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut posséder la logique? Vous voyez, quand j'ai dit euh, qu'on veut créer un programme qui fait la somme de deux nombres, du nombre A et puis du nombre B, quelqu'un demande c'est quoi qu'on est, je suggère que vous attendez d'abord à la fin, vous allez poser les questions. Pour le moment, nous ne sommes pas encore aux étapes des questions. Pourquoi est-ce qu'il faut la logique? On a dit qu'il faut récupérer le nombre A et puis récupérer le nombre B et puis faire le somme. Ça, c'est la logique. Si vous n'avez pas la logique, si vous n'avez pas la logique, vous ne pouvez pas programmer. Donc, en voulant vous lancer dans la programmation, en voulant vous lancer dans la programmation, sachez qu'il vous faut forcément avoir la logique. Et si
vous vous en sortez dans les mathématiques, cela vous sera très utile. Et la programmation, c'est différent du front-end. Donc, vous pouvez devenir développeur front-end sans forcément avoir les notions mathématiques. Je répète, vous pouvez devenir développeur front-end sans forcément avoir recours aux notions mathématiques. Quand on parle de programmation, c'est-à-dire que vous devez réfléchir. Et si vous n'avez pas la logique, vous ne pouvez pas le faire. Je quitte là. J'ai fini avec les notions d'algorithme. Ainsi, maintenant, nous allons passer à la syntaxe des langages de programmation. Je suggère que vous arrêtez de poser des questions pour le moment. Plus de questions. Attendez la fin pour pouvoir poser les questions. Les syntaxes d'un langage de programmation divers, les syntaxes divers d'un langage de programmation à un autre. Donc, quand on prend PHP, la façon dont d'écrire l'instruction affiche, c'est différent de la façon dont on écrit l'instruction affiche en Python, et ainsi de suite. Maintenant, nous allons laisser cela. Nous allons laisser cela pour passer à quelques éléments qui vous seront très utiles dans tous les langages de programmation. Vous et moi, nous avons tous un prénom. Ce prénom nous permet aux gens de nous identifier. En programmation, il y a des éléments comme ça qui sont des identifiants. On les appelle les variables. Les variables sont des conteneurs nommés qui ont tous une valeur donnée. Donc, nous allons prendre par exemple un carton que vous prenez, vous écrivez 5 dessus, et puis à l'intérieur, vous écrivez par exemple 500, et à l'intérieur, vous allez déposer une pièce de 500. Vous écrivez un autre carton, et vous prenez un autre carton, et vous écrivez 1000 francs. Vous déposez un billet de 1000 francs dedans. Donc, on prend les deux cartons-là. Le premier carton disposant de 500 à l'intérieur a pour valeur 500. Et son nom, c'est 500, c'est ça que vous avez écrit sur la boîte. Donc, les variables en programmation, voilà ce que c'est. Ce sont des conteneurs nommés qui ont tous une valeur. Et les variables sont utilisées dans tous les langages de programmation. Les notions que je vous donne actuellement, vous aurez besoin de ça dans tous les langages de programmation que vous allez apprendre. Les variables. Quand on laisse les variables, donc je vais donner autre exemple sur les variables d'abord avant de laisser les variables. Disons, on peut avoir une variable nom qui a pour valeur Arnel, qui a pour valeur Adama, qui a pour valeur Dokolo, qui a pour valeur Felicio. Donc, on va écrire le nom de la variable peut être nom et puis la valeur soit un prénom donné. Voilà pour les variables. Maintenant, en dehors des variables, en programmation, on a les boucles. Les boucles, c'est quoi? Euh, les boucles, les boucles en programmation permettent d'exécuter une tâche donnée tant qu'une condition est vraie. Autrement dit, je suppose que vous voulez m'envoyer un message de 7h à 17h, de 7h à 17h. Donc, on va regarder l'intervalle de temps. Vous voulez envoyer ça chaque seconde, de 17h à 17h. Donc, chaque seconde, il y aura une vérification qui sera faite pour vérifier si l'heure actuelle est comprise entre 7h et 17h. Si la condition là est vérifiée, un message me sera envoyé. Maintenant, de 7h à 17h, je serai en train de recevoir un message de votre part chaque seconde jusqu'à 17h. Après 17h, la condition n'est plus respectée parce qu'on dit qu'on veut envoyer le message de 7h à 17h. Donc, à 17h,
après 17 heures, le message n'est plus envoyé. Donc, la condition n'est plus respectée. Donc, c'est quoi les boucles? Euh, les boucles permettent en programmation d'exécuter une tâche donnée tant qu'une condition est vraie. Maintenant, on revient aux conditions. Les conditions en programmation permettent d'exécuter certaines instructions si une condition est vraie. Quand une condition est vraie, je prends le cas de la connexion sur Facebook. Il faut vérifier en premier lieu si euh, il faut vérifier si votre email et votre mot de passe correspondent à un utilisateur dans la base de données. Quand on parle de base de données, c'est comme une carte mémoire, c'est comme un livre où vos informations sont enregistrées à l'intérieur. Il faut aller vérifier s'il y a un utilisateur qui a les mêmes, est-ce qu'il y a un utilisateur qui existe et qui a les mêmes, dont les informations correspondent à ce que vous avez rentré. Il y a là une condition qui vérifie si votre email et votre mot de passe correspondent à un utilisateur dans la base de données. Voilà ce que c'est que les conditions. Et les notions dont je viens de vous parler, boucle, condition et variable, sont utilisées dans tous les langages de programmation. Quand vous les maîtrisez sur un langage de programmation, c'est que vous l'avez maîtrisé pour tous les autres, seulement que la syntaxe pas différenciée. Voilà un peu concernant les langages de programmation et comment est-ce qu'ils sont utilisés. Nous allons à présent passer à l'environnement de développement et des outils nécessaires pour pouvoir se lancer en programmation. En fonction de ce que vous voulez faire, il vous faudra configurer un environnement. Je suppose que vous êtes journaliste. Si vous êtes journaliste, c'est que vous utilisez un micro, vous utilisez sûrement un papier pour pouvoir voir les brefs résumés. Si vous êtes, par exemple, secrétaire bureautique, vous devez disposer d'un ordinateur, vous devez disposer d'imprimantes et autres. Vous voyez là que entre les deux, le journaliste et puis secrétaire bureautique, les outils qu'ils utilisent diffèrent en fonction de leur profession. C'est pareil pour dans le domaine de la programmation. Donc, si vous voulez, disons, créer un site, les logiciels dont vous aurez besoin sont différents des logiciels que vous allez utiliser si vous voulez créer une application mobile. Donc, prenons le cas euh, de la création d'un site Internet, par exemple. Quand on veut créer un site Internet, on peut utiliser comme langage de description HTML et CSS. Ce n'est même pas qu'on peut utiliser, c'est obligatoire. Il n'y a pas un site Internet sans HTML et CSS. Maintenant, le choix des logiciels là revient à choisir euh, un éditeur de test. C'est quoi un éditeur de test? Un éditeur de test, c'est le logiciel qui permet d'écrire le code informatique, le code qui va décrire l'interface de notre application dans lequel nous allons écrire le HTML et le CSS. C'est ça un éditeur de test. Les éditeurs de test sont utilisés pour écrire n'importe quel langage de programmation. Il existe plusieurs éditeurs de tests. Il y a VS Code, il y a Atom, il y a Sublime Test, il en existe plusieurs. Les plus recommandés, je vais vous parler de VS Code et Sublime Test. Moi, personnellement, j'utilise VS Code. Si vous voulez créer un site Internet, par exemple, il vous faudra un éditeur. Donc, quand vous allez sur une formation quelque part où vous allez lire en ligne éditeur de test, c'est ce que ça signifie. En dehors de l'éditeur de test, quand vous voulez créer un site Internet, il vous faudra un serveur local. Le serveur local, c'est, comment je vais l'expliquer? Le serveur local. Vous voyez, depuis chez vous, vous pouvez naviguer, aller sur un site donné. Disons, vous êtes au Cameroun. Vous naviguez sur un site donné, vous voyez les mêmes informations qu'un utilisateur qui se trouve au Bénin, un utilisateur qui se trouve au Canada, au champ, les informations qui s'affichent chez tout le monde. Est-ce que vous vous êtes demandé une fois comment est-ce que cela se passe?
La réponse est simple. Les sites Internet sont hébergés. Quand on dit hébergés, c'est qu'ils sont enregistrés euh, sur un serveur. Quand on parle de serveur, c'est comme c'est un ordinateur. C'est un ordinateur qui enregistre nos fichiers et qui nous les envoie. Et ces fichiers-là sont accessibles grâce à la connexion Internet. Donc, pour aller sur un site Internet, il faut la connexion Internet. Et le serveur est connecté à Internet. Ce qui fait que depuis votre endroit où vous êtes, si vous avez la connexion, vous pouvez checker les informations du site serveur correspondant à l'adresse du site Internet. C'est ça qui permet à ce que nous voyons les mêmes informations sur un site donné. Je vais revenir sur l'affaire de nous voyons les mêmes informations là plus tard. Maintenant, en local, quand on parle de local, c'est que vous êtes en train de créer quelque chose sur votre ordinateur. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est visible pour vous uniquement. Donc, c'est ça local. Donc, à local, il nous faut un serveur. Un serveur qui va nous permettre de visualiser ce que nous sommes en train de faire. Donc, parmi ces serveurs-là, il y a SAMP, il y a WAMP, il en existe en quantité. Moi, j'utilise personnellement euh, SAMP. Et ça, c'est pour coder avec PHP. Pour Python, c'est différent. Pour euh, JavaScript, c'est différent. Donc, en fonction du langage de programmation que vous voulez utiliser, il vous faudra des logiciels euh, adéquats. Donc, il faut d'abord, en voulant mettre en place un site Internet ou une application, vous allez faire une recherche sur les logiciels dont vous aurez besoin. Je laisse là, je viens de finir avec la configuration de l'environnement. Je disais tout à l'heure que je parlais de sites, on voit les mêmes informations. En fait, il existe, concernant les sites Internet, il existe deux types de sites. Il y a les sites statiques et puis les sites dynamiques. Quand on parle de sites statiques, ce sont les blogs où vous et moi, nous y allons et nous avons accès aux mêmes informations. Les informations ne sont pas différentes. Maintenant, quand on parle de sites dynamiques, il s'agit de Facebook, par exemple. Quand vous allez sur Facebook, vous ne voyez pas les mêmes informations que moi. Là, il y a d'abord authentification de l'utilisateur, c'est-à-dire on se connecte. Après, les informations qu'on voit diverses, ça c'est dynamique. Donc, quand quelqu'un va vous parler une fois d'un site dynamique, sachez en même temps de quoi il parle. C'est que les informations ne sont pas les mêmes. Je viens d'aborder brièvement toutes les notions et nous sommes en train de faire pratiquement 1 heure. Je dispose d'une chaîne euh, YouTube euh, sur laquelle je partage les informations euh, en programmation. Je vais vous envoyer le lien. Je vais vous envoyer le lien pour que euh, vous puissiez vous y abonner. Vous allez vous abonner à ça pour pouvoir posséder les prochaines informations que j'aurai à partager. La chaîne sera très animée dans les jours à venir. Abonnez-vous simplement et tant qu'il y aura des vidéos, vous serez informé. Maintenant, j'ai prévu à la, j'ai prévu à la fin de cette formation un chat, pour présenter un chatbot que j'ai codé. J'ai codé ça simplement pour ce webinaire et qui va vous permettre de tester vos connaissances pour savoir si vous avez compris les notions qu'on a eu à partager. Je vais vous envoyer le lien du chatbot. Je cherche le lien. Je cherche et je vous envoie. Vous allez utiliser ça pour tester vos connaissances. Je vais vous envoyer ça avant qu'on ne passe aux questions. Voilà, je viens de vous envoyer le lien du chatbot. Et ce sont des questions vraies ou faux qui va
vous posez, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton pour répondre. Je n'ai pas configuré ça pour autre chose. Donc, au cas où vous allez lui poser d'autres questions, il ne va pas vous répondre. Lui, je l'ai configuré, je l'ai créé en peu de temps, je l'ai juste créé pour qu'il puisse vous répondre à vos questions, à des questions concernant ce webinaire afin de tester si vous avez compris ou pas. Il vous donne des notes quand vous observez. Il y a au total 11 questions. Donc, j'ai noté chaque question sur deux. Donc, à la fin, il va vous donner votre note totale. Maintenant, c'est tout pour l'initiation à la programmation. Nous allons passer aux questions. C'est bon? Vous pouvez poser vos questions. Si quelqu'un veut parler, qu'il c'est mieux, ça soit mieux que vous écrivez les questions et puis je vais répondre. Sinon, euh, vous risquez de poser des questions au même moment et on ne va pas bien vous entendre. Écrivez les questions. Quelqu'un demande si Jessica est célibataire. Non, Jessica n'est pas célibataire. Jessica a un autre bot, euh, un autre bot qui est son mari. Oui, posez vos questions, je vais répondre aux questions après que vous aurez fini de les poser toutes. Quelqu'un a écrit front-end. C'est front-end. J'avais écrit front-end. Voilà, j'avais écrit la synthèse. Je remercie ceux qui tous, je remercie tous ceux qui étaient présents du début à la fin. C'est bien. Ça montre que vous êtes vraiment intéressés à apprendre. J'aime. Et tant que vous serez intéressé à apprendre, je vais partager les connaissances avec vous. Nous allons arrêter les questions à 20h59 Marcy pour que je puisse répondre.
Il reste encore 2 minutes pour la question. J'espère que vous allez les poser dans le temps. Oh, je suppose que vous avez fini. S'il y a une question, comme il est 59 déjà, s'il y a quelqu'un qui veut encore poser des questions, je vous laisse poser la question. Parce que ça serait dommage si quelqu'un a une question et juste parce que j'ai dit que à 59, on va arrêter, qu'il ne puisse pas la poser. Posez vos questions. Bon, je vais me mettre à répondre aux questions. Et si quelqu'un a une question aussi, la personne peut laisser ça dans la discussion. La première question, la personne de Peter demande, pour le front-end, je crois qu'on ne peut pas faire HTML sans CSS, n'est-ce pas? Bon, je vais expliquer, je vais clarifier ce point. HTML, c'est un langage qui permet d'afficher, disons, du texte. Ça vous permet d'afficher du texte. Donc, sur les sites Internet, les textes que vous voyez, c'est du HTML. Ce qui, ce qui a rapport à la couleur, à la forme et autres, c'est le CSS. On peut bien créer un site avec HTML seulement, mais ça ne sera pas du tout joli. Parlant de ça même, je vais envoyer une image. Je vais envoyer une image. Je vais envoyer une image. Voilà, j'envoie. Voilà l'image. Remarquez, regardez sur l'image. Euh, il y a le HTML en haut et puis il y a le CSS en bas. Le HTML, c'est si vous créez quelque chose avec HTML uniquement, ça sera vilain. Ça ne sera pas beau à voir. C'est juste le texte
Maintenant, le CSS vient rendre l'interface attrayante. Ça rend ça crée l'expérience utilisateur. C'est captivant, c'est beau et tout. Ça, c'est pour les sites Internet. Je pense que j'ai répondu à la première question. Si je n'ai pas répondu, la personne peut mieux reformuler ça. Maintenant, la seconde question, je suggère que la personne désactive son micro. Celui dont le micro est actif, là, désactivez-le, s'il vous plaît. La seconde question, c'est toujours Peter. Il demande, non, j'avais laissé une question, j'avais zappé des questions en haut. Euh, Quelqu'un a demandé, je pense que c'est Duc, vous avez envisagé des séances de suivi pour les débutants? Moi, par exemple, je maîtrise que le HTML. Évidemment, c'est principalement pour ça que ce webinaire a été organisé. Euh, Disons, dans les jours à venir, vous aurez tout un programme de suivi qui va vous permettre d'acquérir des notions. Sur la chaîne YouTube que je vous ai partagé, abonnez-vous. Il y aura des vidéos qui seront postées et on peut discuter même. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp pour me poser des questions. Mais j'envisage principalement de vous former dans divers domaines de la programmation. La deuxième question, c'était Alliance qui demande, je manque la logique, mais je fais déjà du front-end. Si tu fais du front-end, c'est déjà bien, c'est un très bon début. Si tu veux la logique, c'est le côté back-end. D'abord, nous aurons un cours d'algorithme. Nous aurons un cours d'algorithme, même si ce n'est pas vidéo, je vais effectuer un test de cours d'algorithme pour expliquer certaines notions. Maintenant, nous allons passer à la programmation avec PHP et vous aurez même à apprendre à créer des chatbots comme le chatbot que je viens de vous envoyer. La question suivante, c'était la question de Moussa. Moussa qui dit, quel langage de programmation allons-nous apprendre? Nous allons apprendre divers langages de programmation. Nous allons débuter par le développement web. Le développement web, si nous allons le faire, nous allons utiliser comme langage de programmation PHP. Déjà, il y aura un cours de HTML et CSS. Je ne sais pas quand, j'envisage de mettre en place une plateforme. Et sur la plateforme, là, vous aurez des cours. Mais vous aurez un cours d'initiation à la programmation informatique avec PHP. C'est ça, j'ai répondu aux questions de Peter. La deuxième question de Peter, c'est, vous pouvez aider aussi ceux qui font Python. Je suis développeur Python. Bon, je suis développeur Python, mais pas à plein temps. Moi, je n'utilise pas vraiment Python pour créer euh, euh, quelque chose donné. J'utilise ça pour des tâches automatiques. Donc, je ne suis pas expert en Python. Par contre, dans mon entourage, j'ai des amis développeurs en Python. Je vais leur en parler pour des collaborations en Python et on verra comment faire pour aider ceux qui veulent programmer en Python. Toutefois, si c'est pour le développement web, nous ne ferons pas Python parce que je trouve qu'il est inutile d'utiliser Python pour le développement web alors qu'il y a PHP là, PHP qui est spécialisé dans le domaine. Vous pouvez utiliser Python pour l'intelligence artificielle, les tâches automatiques et autres. Mais le développement web, moi, je ne conseille pas ça. Il y a une autre question qui dit, si j'ai bien répondu à vos questions, veuillez bien me le faire comprendre. Oui, j'ai compris. Non, je n'ai pas compris. Il y a une autre question. Comment nos connaissances en programmation peuvent-elles nous aider sur le plan professionnel ou notre insertion professionnelle? Euh, Concernant cette question, je dirais, si vous envisagez de devenir développeur, alors en me suivant sur les réseaux sociaux, en suivant sur ma chaîne, moi, je vais vous aider à créer d'autres notions qui vont vous rendre meilleur. Déjà, grâce aux notions que vous allez apprendre euh, euh, que vous allez apprendre chez moi, vous pouvez vous lancer dans le freelance et puis gagner de l'argent, travailler pour des clients. Maintenant, le point professionnel, il vous faudra des certifications parce que ce n'est déjà, il vous faudra des certifications. Déjà en freelance, c'est déjà professionnel. Il faudrait que vous bossez vous-même, vous travaillez jusqu'à un certain niveau. Et si vous suivez exactement
les divers tutoriels que j'aurai à partager avec vous. Cela va vous aider à devenir performant. Si vous n'êtes pas performant, euh, vous ne pouvez pas vraiment aider ceux qui vont vous contacter pour des projets de programmation. Il y a une autre question. Comment mettre son site en ligne? Toujours Peter. Nous aurons à voir comment est-ce qu'il faut mettre son cours en ligne. Mais si c'est urgent pour vous, actuellement, je vais vous dire d'abord qu'il vous faut un hébergeur et vous allez payer un nom de domaine et payer les frais pour l'hébergement et vous allez compiler vos fichiers et l'envoyer sur le serveur. Si c'est urgent pour vous actuellement, voilà comment il faut procéder. Il y a plusieurs hébergeurs, il y a Namecheap, il y a euh, LWS, il y a Hosting, il y a plusieurs. C'est payant quand même. Vous allez payer un nom de domaine et payer l'hébergement. Il y a une autre question qui vient de Axel qui dit, vous avez parlé du fait qu'il n'est pas obligé de maîtriser tous les langages de programmation. Maintenant, vous avez fait la corrélation avec PHP et Python. J'aimerais savoir s'il y a d'autres langages pareils et des exemples. J'ai dit plus haut que ce n'est pas, par exemple, la peine de faire le développement web avec Python. Si vous maîtrisez PHP, si vous voulez apprendre PHP, c'est suffisant. Moi, je trouve PHP suffisant pour le développement web. Python, en fait, ce n'est pas spécialisé pour le développement web. C'est même la raison pour laquelle je disais que ce n'est pas la peine d'apprendre plusieurs langages de programmation pour effectuer une même tâche donnée. Python est utilisé côté serveur. Mais ce n'est pas la peine que vous allez apprendre Python, apprendre PHP à la fois pour travailler sur côté serveur. C'est du gâchis. Je trouve ça comme du gâchis. Il existe plusieurs autres langages qui sont utilisés côté serveur. Et c'est pareil. C'est la même chose, je vais vous dire. Ce n'est pas la peine d'aller apprendre autre langage pour travailler côté serveur. Si ce n'est pas que le langage que vous maîtrisez n'arrive pas à vous faire quelque chose de précis. Aller, euh, je vais expliquer un point concernant ça. Il y a Node.js qui est utilisé côté serveur. Maintenant, vous pouvez apprendre PHP et apprendre Node.js. Pourquoi? Node.js permet de faire certaines choses que PHP ne permet pas. Là, c'est permis. Euh, la, Chaque langage a son type de serveur. J'aimerais en connaître d'autres. Je ne comprends pas. Vous voulez connaître d'autres langages? Il y a plusieurs. Il y a plusieurs autres langages. Il y a Solidity. Il y a plusieurs d'autres langages. Il y a Go, plein, il y a plusieurs langages. J'espère que je réponds à vos questions. Si si vous avez compris, dites-moi. Si vous n'avez pas toujours compris, dites-moi aussi. Il y a Jung Coyote qui a dit, selon HTML et CSS sont combinés. Je n'ai pas compris si c'est une question qui la repose. Il y a une autre question, mais est-ce que les commandes de HTML sont les mêmes ou bien non, non. J'ai dit que chaque langage a sa syntaxe. La façon de décrire les choses en HTML, c'est différent de la façon de décrire les choses en CSS. La question qu'on n'explique pas détail ceci parlant de ma photo, non, on ne peut pas expliquer maintenant parce qu'il faut d'abord les bases. J'avais envoyé ça pour une illustration. Il y a une autre question qui dit, il faudrait disposer de la connexion à plein temps avant de faire la programmation. Et ici, des langages qui en demandent. Concernant cela, il y a des technologies que vous allez utiliser qui vont vous demander la connexion en plein temps. Mais il y a d'autres technologies qui ne vont pas vous demander la technologie en plein temps. Ce que je vais vous apprendre dans les formations, vous n'aurez pas besoin de la connexion en plein temps. Toutefois, vous aurez besoin de la connexion pour installer les logiciels dont vous avez besoin. Juste pour installer les logiciels. Si j'ai répondu à vos questions, dites-le moi pour qu'on puisse clôturer la séance. Nous avons pratiquement dépassé 1 heure déjà.
Veuillez éteindre votre micro, celui dont le micro est activé, éteindre. Bon, je vous remercie. Il y a d'autres qui écrivent, j'attends. N'oubliez pas de d'aller sur le board pour qu'il puisse tester si vous avez très bien compris euh, les notions qu'on vient d'apprendre. Répondez aux questions du board. Il y a quelqu'un qui demande y a-t-il une possibilité de lire requête PHP en un autre langage? J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Est-ce une requête PHP et puis vous voulez envoyer ça à un autre langage, c'est ça? Euh, ça fait beaucoup aux API. Vous pouvez utiliser vous pouvez créer une API pour envoyer une demande à partir de PHP à autre langage, un autre code que vous avez écrit en Python. Maintenant, quelqu'un dit la séance prochaine est pour quand? Nous allons envisager cela en fonction des besoins de tous. Nous allons programmer. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Je préfère sur WhatsApp surtout. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Nous allons en discuter. Et tant qu'il y aura une nouvelle séance qui sera programmée, je vais poster ça en statut. Je vais vous envoyer des messages pour vous informer. Aussi, je vais envoyer ça dans ce groupe. Je vous remercie pour votre présence et à la prochaine. Vous pouvez laisser des questions si vous en avez. Et j'attends aussi, vous donnez-moi une note sur 10, non, une note sur 20 par rapport à la présentation du webinaire pour me faire comprendre comment est-ce que ça s'est passé.